Concentré sur le débat, je vous dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré, 2 matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je sais un con d'aider. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile de Zabardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les pop-corn, on va observer tout ça. On va tous mourir. Moi, j'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Moi, je prône la philosophie d'avoir la balle, donc moi, je me renierai pas et machin. Ok, pas de problème. Ah, regarde le résultat. T'as foiré ta préparation, ton approche tactique, elle est ratée. Les autres ont pris confiance. Merci, au revoir. Salut à tous. Super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain. Alors, après avoir fait le petit récap de la Coupe du Monde 2026, Ousmane Dembélé, on va passer sur une autre individualité. On va basculer sur Vinicius Junior. Et on va se poser la question de savoir si, malheureusement, la Coupe du Monde 2026 de Vinicius Junior, est-ce que c'est un gros échec? Ou est-ce que c'est un échec? Ou est-ce que c'est pas un échec? On va poser la question, les copains. Donc, comme d'habitude, on fait le débat ensemble. Donc, vous y allez, vous commentez, vous likez, vous partagez. C'est toujours plus sympa si on fait le débat ensemble. Maintenant, comme je le dis à chaque fois, si vous n'êtes pas là, je le ferai quand même pour vous et avec plaisir, les copains. Alors, ça serait mieux si en plus la cam, elle pouvait être mieux. C'est mieux. Voilà. Et puis, si vous découvrez la chaîne, allez-y. N'hésitez pas. On a besoin de force. On a besoin de visibilité. Donc, allez-y. On y va. Vous pouvez vous faire des petits pouces, commentaires, des likes, des partages. Et vous pouvez aussi vous abonner. Voilà. Bon, les copains. On parle un peu de Vinicius, du Brésil. Parce que mine de rien, dans cette Coupe du Monde 2026, on n'en a pas parlé tant que ça, en fait, du Brésil. Alors que normalement, c'est une équipe incontournable d'une Coupe du Monde. Mais force est de constater, on s'est arrêté en 8e. On s'est arrêté en 8e de parler du Brésil. Et puis après, forcément, on a été pris par l'actu, par la Coupe du Monde, par la suite du tableau et par ne serait-ce que les Norvégiens qui ont battu les Brésiliens. Et là, maintenant que la compétition est terminée, qu'on a le verdict, qu'on sait quelle sélection a été loin ou pas, on pense quoi du mondial de Vinicius? Parce que il y a un premier tour, moi je vous donne ma position comme ça. Il y a un premier tour qui est réussi. Il est buteur face au Maroc et c'est un de ceux par qui on sent que la révolte peut arriver. C'est par Vinicius que ça peut arriver, c'est pas par un autre que ça peut arriver. Rafinha va vite être out dans cette équipe et on va vite comprendre que oui, c'est par lui que ça doit passer. C'est par lui que ça passera et ça passera pas par un autre. Et dès le premier match, je trouve, tout n'est pas parfait, mais il est le joueur en plus. Le joueur, on a l'habitude d'avoir du côté brésilien toujours des joueurs un peu clutch dans la partie offensive. Là, c'est lui en fait. Donc c'est le successeur des Neymar, Ronaldinho. Je dis pas du tout dans les talents, calmons. Je dis juste dans les profils. Dans le profil, c'est
c'est le gars sur qui on compte côté Seleção. Et premier match, ça fonctionne, même si collectivement c'est pas encore génial. Deuxième match contre Haïti, alors évidemment l'opposition en face elle est faible, c'est clair. Mais dans ce marasme un petit peu, bon, c'est un peu par lui que passe on va dire qu'intervient la lumière en fait. C'est lui qui allume la lumière, c'est lui qui donne un peu de consistance à ce jeu offensif brésilien qui se cherche. C'est à ce moment-là, en plus, pour ce deuxième match, que Rafinha se blesse. Il y a des automatismes avec Cunha. Bon, ça finit par gagner 3-0. Et derrière, on peut se dire, voilà, je crois qu'il plante 2 buts, je crois. Bon, on peut se dire, en fait, que ça va être par lui que ça va passer. Ça va être par lui. Et on s'en doutait un petit peu, hein. On connaît Ancelotti et sa manière de coacher et de mettre en place un schéma tactique. Quand tu as des individualités fortes, généralement Ancelotti va miser dessus. Et puis là, c'est un joueur qu'il connaît, qu'il a fait progresser aussi. Donc il y avait tout qui collait pour moi à partir du deuxième match où on voit qu'il prend son costume de leader, même si c'est face à Haïti, on voit que c'est par lui que ça passera. Derrière, il y a le match contre l'Écosse qui va être une véritable formalité, formalité, parce que il tremble pas un instant. Les Écossais étaient extrêmement faibles dans ce mondial, mais voilà, Vinicius rajoute encore un but, refait un match, on va dire complet et abouti, et on a cette même sensation. Moi, je vous dis, après la phase de poule, ok, ça va être Vinicius qui va normalement porter même ce Brésil, on va dire, vers, pas les sommets, mais en tout cas vers, peut-être le dernier carré, qui pouvait être un objectif réalisable pour le Brésil. Et puis arrive ce match face au Japon. Et match face au Japon, c'est paradoxal parce que je pense que si vous avez regardé le match, vous allez vous rappeler forcément d'une de ses actions et où il est à 2 doigts de marquer le but du mondial. Il reste important, mais au final, c'est pas lui qui va être décisif. C'est Martinelli. Il va être important, hein, mais il va perdre ce costume de sauveur. Maintenant, voilà, on dit aussi assez souvent sur la chaîne, les copains, le foot, c'est un sport collectif. Donc, c'est pas grave, hein, à la limite, si tu brilles un peu moins individuellement, Vinicius, mais que l'équipe se qualifie derrière. C'était pas une prestation aboutie de la part du Brésil, si vous vous rappelez bien. Mais le Japon en face est un peu trop, voire même beaucoup trop timide dans cette deuxième période et n'arrive pas à reproduire les efforts. Le Brésil reprend un peu la main et ça finit avec une victoire brésilienne à l'arraché, mais dans l'ensemble, c'est plutôt mérité. Mais Vinicius n'est pas décisif à ce moment-là. C'est pas par lui que vient véritablement le côté décisif. Il est bon, je l'ai dit, mais il lui manque à ce moment-là, voilà, ce truc-là. Mais là, on étudie ça de plus près. Maintenant, quand on était à chaud en train de faire les débriefs de match, moi, j'étais pas en train de vous dire, ouais, Vinicius, là, quand même, il y a un match, il y a un match vraiment moins bon, il est en dessous. Non, il brille juste pas individuellement. Hormis, je vous dis, cette action un peu dingue. Donc, ok, voilà, on peut se dire que c'est un match un peu moins abouti, mais bon, il reste super important, comme je vous dis, dans l'esprit d'Ancelotti, dans le jeu. C'est lui qu'on va chercher aussi, voilà. Et puis arrive ce match contre la Norvège. Je pense qu'on a tous bien aimé, alors peut-être moins les supporters du Brésil, mais vraiment match super intéressant. Ça allait d'un but à l'autre, avec des vraies séquences de possession pour l'un pour l'autre, des phases où on va dire le Brésil peut prendre l'avantage très vite. Il y a ce penalty, il y a plein d'épisodes dans ce match.
Mais il y en a un pour moi qui est un peu symptomatique. Je sais pas ce que vous allez en penser, mais quand, je sais pas, on doit être à la 10e minute, quand il y a penalty pour le Brésil face à la Norvège dans ce fameux 8e de finale. Je sais que Bruno Guimaraes est un excellent tireur de penalty. Aucun problème là-dessus. Par contre, moi, ça me dérange que ce soit pas Vinicius qui aille tirer ce péno. Parce que tout simplement, pour moi, dans mon imagination, dans mon imaginaire même, c'est mieux, c'est le top player en fait qui doit y aller. C'est le top joueur, c'est le joueur majeur en fait qui doit y aller. C'est pas un bon tireur de péno qui doit y aller, c'est le joueur majeur. Vous voyez, regardez juste en équipe de France, alors il en a loupé un, hein, Mbappé contre le Maroc, mais quand on s'approche, on va dire, d'un moment important, c'est lui qui va prendre le ballon et il va pas hésiter. Alors, je vous dis pas que c'est de sa faute, hein, parce que là, pour le coup, celui qui le loupe, c'est Bruno Guimaraes, c'est pas lui. Mais déjà sur ça, je vous le dis, ça m'a paru étonnant. Que ce soit pas lui qui aille prendre le ballon pour aller tirer son péno. Ok. Et quand derrière, Nyland va nous sortir à l'arrêt, je vous cache pas, les copains, que je me dis, Vinicius, le fameux costume de leader que je lui voyais depuis le premier tour, pas autant que ça, en fait. Pas autant que ça. Et quand on regarde d'un peu plus près les stats, parce que comme d'hab, hein, on essaie de faire les débats de manière un petit peu poussée, et pas juste s'arrêter sur pas de l'affect, mais sur de la sensibilité, ou sur juste des réactions à chaud. Quand on va regarder d'un peu plus près son mondial, comme je vous dis, il y a ce premier tour où il va marquer 4 buts. Il fait une passe décisive aussi. Vraiment, il est majeur en fait. Il est majeur et pour son équipe et lui-même dans son attitude. Je le trouve leader. Et LOS, El Padrinote nous dit super joueur. Je suis d'accord. On va tous être d'accord. Vinicius, c'est un super joueur. Après, il a des côtés qui peuvent être un peu chiants. Il a des côtés, qui peuvent être lourds. Mais ça reste un super joueur. Pas se mentir, ça reste un gars qui a de l'or dans les pieds. Donc, forcément, après ce premier tour, vous le voyez, hein, les copains, les notes, elles sont largement au-dessus, elles sont en bleu, elles sont même plus en vert, tout en haut au milieu. Et quand on regarde un peu plus près, je vous dis, les stats, les buts, les fréquences de tir, les totales de tir, en fait, on voit, il s'est pas caché. Et ça se voit aussi sur cette fameuse heatmap, en haut à droite, on voit bien. Le gars, il s'est pas économisé et on n'a pas eu un Vinicius qui est resté en dedans. Sauf que ce fameux match face à la Norvège, je suis désolé, mais pour moi, il sort pas du lot, en fait. Il sort pas du lot. Et dans ce match-là, qui est très important, parce que c'est un 8e de finale, surtout dans la configuration de maintenant, les 8e de finale, voilà, c'est là où tu fais basculer un peu ta Coupe du Monde. Là, jusqu'en 8e de finale, on va pas se mentir, le Brésil, c'est normal d'être en 8e de finale. Il y a rien d'extraordinaire à ça. Par contre, que tu viennes à battre la Norvège, déjà, pas se mentir, c'est la norme pour le Brésil. Même si on connaît la stat, ils les avaient pas battus depuis X années et tout ça. Hein. Le Brésil, en match d'élimination directe contre la Norvège, vous allez pas m'expliquer que ils étaient pas favoris. Ils sont favoris. De par l'histoire, de par de par tout un tas de choses, arrêtez tout de suite. Sauf que ça passe pas. Et sur ce match-là, je vous dis pas qu'il est mauvais, hein. Je vous dis pas qu'il est mauvais. Mais, j'en attends plus, moi. J'en attends plus. Même le péno, c'est pas lui qui va l'obtenir, c'est Cunha qui l'obtient. Dans le jeu, je vous dis pas qu'il est pas bon. Je vous dis pas qu'il fait pas de différence. Mais Vinicius, on l'attend pas juste pour faire des dribbles. On l'attend pour être décisif dans le dernier tir adverse. Et
là où on a pu voir un Vinicius décisif dans le fameux dernier tir adverse, voire dans la surface de réparation adverse pour le premier tour, bah, on n'a pas vu ça la même chose. On n'a pas vu du tout la même chose pour la deuxième partie de la compétition. Donc, c'est pour ça qu'arrive la question de est-ce que c'est un échec, sa Coupe du Monde? Forcément, la performance collective, elle est à prendre dedans. On l'a fait tout à l'heure pour Dembélé. On a dit que c'était une bonne Coupe du Monde, mais qui n'était pas franchement parfaitement réussite. Bah, là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que factuellement, 4 buts, une passe décisive en 5 matchs de Coupe du Monde, bah, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. On va pas commencer à faire les fines bouches. Maintenant, quand on affine un peu et qu'on se rend compte que les 2 derniers matchs, donc le 16e et le 8e de finale, donc les matchs qui comptent vraiment, Vinicius n'est pas clutch, ne marque pas, n'est pas décisif. Encore une fois, fait des prestations intéressantes et des bons matchs, mais il n'est pas décisif. Bah, désolé. Forcément, la question de l'échec, elle se pose. Elle se pose. Et je pense que Vinicius, quand il part pour disputer cette Coupe du Monde, il n'est pas dans l'état d'esprit. Je veux faire un petit 8e de finale et puis ça s'arrêtera là. On le sait, le Brésil est forcément de base un favori de la compétition. Comme je vous l'ai dit, de par l'histoire, de par énormément de choses, on ne peut pas l'enlever. Donc, arrêter en 8e de finale collectivement, c'est un échec. Et ne pas être décisif dans les matchs à élimination directe, ni contre le Japon, ni contre la Norvège, je suis désolé les copains, mais ça c'est un échec. Donc maintenant, la question que je posais moi, dans le débat, les copains, c'est de savoir si c'est un gros échec. Donc en gros, est-ce qu'on est en train de parler de fiasco? Est-ce qu'on est en train de parler de fiasco quand on est en train de parler de la Coupe du Monde 2026 de Vinicius? Je pense pas. Je pense pas, parce qu'il faut pas non plus tomber dans la démesure de l'autre côté en se disant, bon, bah voilà, on va oublier tout. Et après tout, c'était des matchs contre le Maroc, contre l'Écosse et contre Haïti qui servaient, entre guillemets, pas à grand-chose. Et donc, non, c'est un gros échec. Gros échec, non, j'ai du mal. Et c'est un échec parce que forcément, Vinicius, les années commencent à passer, même s'il reste encore très jeune. Mais il y a encore des... il a, je revérifie parce que Vinicius, il a quel âge? Il a 26 ans. Eh ouais, il a 26 ans et il vient de les avoir. 26 ans, la prochaine, il en aura 30. Donc, je vais pas vous dire que c'était le moment ou jamais, parce qu'à 30 ans, tu es encore dans la force de l'âge et logiquement, Vinicius devrait pas sortir de cette exception-là. Enfin, de cette règle-là, pardon. Par contre, oui, il en a disputé une à 22 ans qui s'arrête en quart de finale. Il en dispute une à 26 qui s'arrête en 8e de finale. Vinicius, la Coupe du Monde, pour l'instant, c'est une histoire contrariée. Et je vous cache pas, moi j'attendais aussi un peu qu'il la démarre véritablement. Alors il la démarre en 2022. Il est bon par moment contre pour cette Coupe du Monde 2022, mais c'est pas encore véritablement son équipe. Comme là, on avait tendance à se dire quand on voit le premier tour, c'est l'équipe de Vinicius. Donc forcément, dans le bilan global de sa Coupe du Monde, bah, on ne peut pas enlever ça en fait. On ne peut pas enlever les attentes, comme tu es au Brésil, les attentes que tu génères individuellement, et surtout typiquement les attentes que tu as générées pour ce premier tour. Donc après, je ne vais pas vous dire, il n'aurait pas dû faire ce premier tour, on ne se serait pas attendu à quelque chose. Non, parce que c'est comme je vous dis, il ne faut pas enlever ce qui a été fait. Mais par exemple, tactiquement, on a vu qu'Ancelotti lui laissait une vraie carte blanche, et ça se revoit d'ailleurs sur la heatmap de sa Coupe du Monde. Il y a une vraie carte blanche sur le côté gauche. Ok, mon copain, tu peux faire véritablement ce que tu as envie. Donc, il a provoqué. Quand on va regarder les stats de dribble, on se rend compte que, je vous dis, lui non plus, il s'est pas caché. Il a testé, il a essayé. Après, il y a forcément la question, est-ce qu'autour, il est bien entouré, le bonhomme? Et ça, c'est indépendant de sa volonté. Faut être très honnête, là, les copains. Là, on peut pas non plus lui reprocher le niveau global de l'équipe à côté, qui,
on va dire qu'il peut peut-être le plomber et le rattraper. Maintenant, je vous dis, moi, il y a un truc que j'ai vraiment, sans déconner, j'ai pas compris. Je vais pas dire que je lui en veux, parce qu'encore une fois, c'est pas lui le principal responsable, mais je n'ai pas compris vraiment pourquoi Vinicius ne prend pas le ballon pour le penalty et ne va pas le tirer. Est-ce que à ce moment-là, il y a un flip dans sa tête? Je sais pas. Est-ce que c'était vraiment déterminé avant? Peut-être que Bruno Guimaraes l'a senti. N'empêche que, je vous dis, moi, ça m'a mis mal à l'aise. Ça m'a mis mal à l'aise que le joueur phare offensif du Brésil, le joueur sur lequel on se réfère véritablement depuis le début de cette Coupe du Monde, pas lui qui prend les responsabilités. Et même pour le dernier, alors on le sait, pour le dernier penalty qui arrive dans les arrêts de jeu, enfin dans le temps additionnel, que Neymar va tirer, bon, on avait compris. Là, quand Neymar est sur le terrain, et à la limite, je veux bien comprendre. Je veux bien comprendre à ce moment-là. Mais par contre, au moment, encore une fois, on est à la 10e minute, hein, qu'à ce moment-là, il aille pas prendre ses responsabilités et qu'il aille pas nous allumer une lucarne et qu'il donne le signal que, les gars, ce soir, c'est mon équipe. C'est moi et mon équipe. On va vous défoncer. Là, il se cache un petit peu. Non, je dis, ça va pas non plus l'engueuler parce que Guimaraes le loupe, hein. C'est Guimaraes qui est le premier à blâmer. Mais pour moi, ça fait partie de ça. La phase d'élimination directe, comme j'ai dit, où il n'est pas décisif, bah, pour moi, ça me dérange. Je tombe pas dans ce que je vous ai dit tout à l'heure, ah mais oui, mais il a été bon pour les matchs qui comptaient pas. Non, parce que ça reste des matchs quand même importants. Je sais pas. Je reste un peu embêté. Je reste embêté en fait. Je reste embêté par sa Coupe du Monde parce que je vous dis, le premier tour, il fait partie des hommes majeurs de cette Coupe du Monde. Et avec non seulement les stats, mais avec l'impression visuelle, je me dis, ouais, voilà, Vinicius, il a basculé maintenant. Ça y est, maintenant, il est devenu ce joueur référence, ce joueur important sur lequel son équipe se réfère. C'est lui le taulier. Et le voir moins bon, moins décisif et carrément éliminé en 8e de finale dans un match où il n'a pas été ouf, ouais, pour moi, ça reste un échec. Maintenant, gros échec, je vous le dis, j'ai du mal. Je peux pas dire que c'est un fiasco, non. Pour le fiasco, il aurait fallu que vraiment ses stats elles soient infâmes et qu'il n'y ait pas ce premier tour. Là, oui, d'accord, j'aurais parlé de gros échecs parce que l'échec individuel, c'est une chose, mais l'échec collectif de ce Brésil, c'est important. Le Brésil sorti en 8e de finale, ça faisait depuis 90. Hein. Donc, il endosse ça aussi. Mais dans cette histoire, c'est pas lui le principal. On va pas se mentir non plus. C'est pas comme en 2014, pardon, où tu peux te dire que, je sais pas, c'est David Luiz et Scolari qui sont responsables du 7-1. Bon, tu vois, là, tu peux peut-être arriver à te dire ça. Là, sur cette élimination, ça se joue à pas grand-chose. Lui, il n'a pas détonné, mais il n'a pas été mauvais. Mais il n'a pas détonné. Et c'est ce qu'on attend. Si là, on fait ce débat-là, on fait pas le débat sur Matheus Cunha, de savoir si on est content de son mondial ou pas. On va pas vous mentir, c'est pas qu'on s'en fout, mais c'est un débat secondaire qui va pas intéresser. Si je le lance, je suis pas sûr qu'on va être plus de 50 à suivre ce live. Par contre, Vinicius, c'est un autre débat en fait. C'est d'autres attentes. C'est un joueur qui provoque, qui amène, qui est spectaculaire, qui est synonyme d'émotion. Donc forcément, quand on le voit pas décisif ni pour le 16e, ni pour le 8e, et que ça s'arrête en 8e, force est de constater, les copains, c'est pas positif. Amine Dezel qui me dit salut à tous, salut mon copain. Hors football, Vini a vraiment changé de visage, ce n'est pas de lire. Ah oui. Alors là, c'est vrai. Alors là, par contre, c'est vrai que c'est particulier. Bon, après, tu t'en doutes, Amine, hein. On va pas forcément faire un débat dessus, parce que on n'est pas le FC chirurgie plastique. Mais tu as raison de le dire, c'est vrai qu'il a quand même changé de face, changé de visage.
Je sais pas si c'est mieux ou pas. J'en sais rien. En tout cas, si lui, il est heureux, c'est le plus important. Mais t'as raison de le préciser, il a quand même changé de, pas changé, ouais, mais si, ça change le visage. Je sais pas, il a fait un truc, mais ça change le visage. Les images qui circulent depuis quelques heures montrent que ouais, c'est plus forcément le même. Mais ça, à la limite, comme je dis, s'il est content dedans, après tout, mon copain, tant mieux pour toi. Donc voilà. Vinicius, est-ce que c'est un gros échec, sa Coupe du Monde? Non. Gros échec, non. Échec, oui. Est-ce que lui aussi, évidemment, il a perdu des points pour le Ballon d'Or? Bah oui, très clairement. Voilà. Maintenant, il partait de loin parce que vu la saison du Real et individuellement, il a même pas pu forcément s'en sortir. Même si sa saison est pas mauvaise non plus, hein, complètement. Mais voilà. Bon, le mondial arrêté en 8e de finale. Je vais pas vous mentir, ça annule et ça annihile toutes les possibilités de voir Vinicius. Je sais pas, même dans un top 5, là, il va être forcément beaucoup plus loin. Donc c'est une année ratée pour Vinicius, c'est une saison ratée pour Vinicius, et c'est un mondial raté. Parce que, je veux pas vous mentir, même s'il avait fini à 7 ou 8 buts, mais que tu t'arrêtes en 8e de finale, c'est un échec. C'est un échec. Le Brésil, 8e de finale. Je vous rappelle, 5 étoiles. 5 étoiles. Donc, moi, j'ai un peu d'indulgence parce que je vous dis, je reste sur ce premier tour qui a été plutôt positif et abouti par Vinicius. Et on reste sur notre fin. On reste trop sur notre fin. Et vu qu'on reste sur notre fin, bah oui, forcément, ça reste un échec. Tu restes là-dessus. Maintenant, est-ce que ça peut être lui qui peut incarner la suite? Je pense, parce que pour moi, j'ai vu des choses positives, et même s'il n'est pas décisif pour ces fameux 2 matchs, il provoque aussi quand même. Il est pas absent, et je l'ai dit tout à l'heure, il s'est pas caché. Donc ça peut être par lui, bien évidemment, que passe la reconstruction, le renouveau, je vais pas dire la révolution parce que je connais Carlo, mais c'est par lui que ça doit passer. Le renouveau du foot brésilien, c'est aussi par lui. Il n'a à la fois déjà, mais que 26 ans. Donc, bien sûr, objectif prochaine Copa América, objectif prochain mondial, il sera, on va dire, à l'âge de la maturité, 30 ans. Bon, on a peut-être la possibilité de enfin avoir Vinicius qui commence son histoire avec la Coupe du Monde. Mais là, sans vous dire qu'il passe à côté de son histoire. Ouais, il y a un goût d'inachevé. 2022, il y avait déjà ce goût d'inachevé, mais il n'avait pas toutes les clés. Là, 2026, c'est son équipe. C'est lui, factuellement, le joueur majeur de cette équipe. Bon premier tour, mais ça s'arrête vite. Donc voilà. C'est un échec, mais pas un gros échec. Mais on est loin d'être sur une réussite. Et forcément, mon copain, j'espère que la saison au Real qui arrive va pouvoir te remettre, on va dire, le moral au beau fixe. Mais là, je vous cache pas, moi, les copains, que avec ce qu'on connaît du vestiaire et avoir mis José Mourinho là-dedans, je sais pas. Je vais pas aller vous dire que c'est mort. Je vais pas aller vous dire que c'est cuit. On va attendre. On va laisser les choses se faire. On va pas partir tout de suite sur des a priori et sur des sensibilités où on n'y croit pas du tout. Mais moi, je vous le dis très clairement, Mourinho, on en a déjà parlé sur la chaîne. Mourinho, entraîneur du Real, j'y crois. Enfin, la réussite, j'y crois pas. Voilà, j'y crois pas. Mais je ne demande qu'à être surpris et à être contredit. Mais bon, on va en parler. On va en parler dans les prochains jours et dans les prochaines semaines, les copains. Voilà. On a terminé pour Vinicius. Il n'y a pas de commentaire particulier. Je pense que vous étiez d'accord. C'est un échec, mais pas un gros échec. Et on attend plus de Vinicius. Maintenant, tout n'était pas acheté. On a bien aimé son premier tour. On aurait juste aimé que ça dure un peu plus. Voilà. Voilà les copains, je vais m'arrêter là pour Vinicius. On va revenir tout à l'heure, on va parler de Rodri, meilleur joueur du mondial. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Qu'est-ce qu'on en pense?
Donc, on reviendra tout à l'heure, je pense, d'ici une petite heure pour faire ce débat-là. Donc, merci à tous d'avoir suivi. Le live va être dispo en replay dans quelques minutes sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas à commenter, liker, partager comme d'hab. Ça va être dispo aussi en podcast, Deezer, Spotify, Apple Podcast et tous les autres. Donc, allez-y, abonnez-vous. On a besoin de ça. On lâche pas l'affaire, les copains. Et puis, si vous êtes déjà abonnés, vous savez ce que je vais vous dire. Vous gardez en tête que ces copains, on est ouvert toute l'année. Ciao, ciao les copains. Ciao, ciao.